Il était une fois dans la ville animée de Douala, une famille influente et prospère, la famille Dika. Le père, Georges Dika, et la mère, Lila Dika, étaient des chefs d'entreprise reconnus dans le secteur pétrolier et agro-industriel. Entre réunions interminables et voyages d'affaires à travers le monde, ils vivaient dans une luxueuse villa au quartier résidentiel de Bonapriso. Mais derrière les hauts murs de leur demeure éclatante de richesse, une ombre pesait sur leur foyer. Leur fille unique, Monique Dika, âgée de 15 ans, vivait dans une solitude qui grandissait avec le temps. Bien qu'intelligente, curieuse et pleine de potentiel, Monique souffrait de l'absence constante de ses parents. Elle était surtout élevée par Maria, une gouvernante douce et bienveillante, mais qui ne pouvait combler le vide émotionnel laissé par Georges et Lila. Monique passait ses journées à lire, à écouter de la musique et à rêver de grandes aventures, mais l'adolescence la confrontait à des sentiments plus complexes. Frustrée et en quête de repères, elle commença à se rebeller. À la tombée de la nuit, Monique quittait souvent la maison en cachette et se rendait à Aqua ou à Bonanjo, des quartiers connus pour leur vie nocturne trépidante. Là, elle rencontra un groupe de jeunes marginaux qui partageaient ses frustrations. Ensemble, ils écumaient les bars clandestins et les fêtes. Très vite, Monique tomba dans des comportements risqués, consommation d'alcool, nuit blanche et négligence de ses études. La situation échappa au contrôle de Maria, qui, bien qu'inquiète, ne parvenait pas à raisonner Monique. Lors d'un retour à Douala, Georges et Lila remarquèrent un changement alarmant chez leur fille, ses yeux cernés, ses sautes d'humeur et son insolence grandissante. Un soir, Lila trouva une bouteille d'alcool cachée dans la chambre de Monique. Une confrontation s'ensuivit. « Tu fouilles dans mes affaires ?» cria Monique, les larmes aux yeux. « Je m'inquiète pour toi, Monique. Ce n'est pas normal de trouver ça chez toi. »« L'inquiète pour moi ? Vous n'êtes jamais là pour moi. Vous ne savez rien de ma vie. » Ces mots frappèrent Lila comme un coup de poignard. La famille était au bord de l'effondrement. Un jour, la mère de Lila invita une vieille amie, Madame Ada, accompagnée de son fils, Hakim, ancien élève d'un pensionnat réputé pour sa discipline stricte et ses résultats exemplaires, l'Institut Sainte-Mathilde, situé près de Nsamba. Madame Ada expliqua comment cet établissement avait aidé Hakim à retrouver le droit chemin après une période d'égarement similaire. Séduits par cette idée, Georges et Lila décidèrent d'inscrire Monique, malgré son opposition farouche. Le jour du départ, la tension était palpable. Douala semblait soudainement plus silencieuse que d'habitude. Maria serra Monique dans ses bras en lui murmurant « Tout ira bien, ma chérie. » Monique arriva à Sainte-Mathilde un matin brumeux. L'école, nichée au pied des montagnes, était austère et imposante, ses murs en pierre grise semblant emprisonner des siècles d'histoire. Les dortoirs étaient rudimentaires, alignés avec des lits en fer forgé, et l'emploi du temps rigide, prières, études, et activités disciplinaires se succédaient sans relâche. La directrice, sœur Madeleine, était une femme autoritaire, respectée mais redoutée. Avec son regard perçant et son air grave, elle imposait une discipline qui ne laissait pas de place à la rébellion. Les autres élèves, chacun avec son propre lot de blessures émotionnelles, semblaient tous se fondre dans l'ambiance morne et réglementée de l'internat. Monique, d'abord rebelle et en colère, allait peu à peu découvrir que ce lieu, bien que strict, lui réservait des rencontres inattendues et peut-être une seconde chance de renouer avec elle-même. Monique échangeait quelques mots rapides avec sœur Madeleine, une femme à l'allure sévère, vêtue d'une longue robe grise et d'un voile sombre, symbole de son autorité incontestée. Monique, à peine âgée de 12 ans, ressentait une bouffée de colère mêlée d'impuissance. Elle était en train d'être laissée là, dans cet établissement austère au cœur d'une ville camerounaise où les routes poussiéreuses et les marchés animés contrastaient violemment avec l'atmosphère oppressante de ce pensionnat religieux. Sœur Madeleine, qui semblait incapable d'exprimer le moindre élan de compassion, la scrutait avec un regard glacial, indifférente aux émotions de la jeune fille. Une fois les présentations formelles expédiées, sœur Madeleine conduisit Monique à son dortoir, un bâtiment aux murs décrépits, où les fenêtres hautes laissaient passer un faible filet de lumière. Tout en marchant à travers les couloirs sombres, elle énonçait les règles strictes en vigueur d'une voix monocorde, insistant sur l'obéissance absolue et les punitions sévères en cas d'écart. Monique comprit rapidement qu'ici, la moindre rébellion serait immédiatement réprimée.
Les murs ornés de crucifix semblaient témoigner des innombrables années de discipline imposée. Elles s'arrêtèrent devant un lit en métal peint, où une fine moustiquaire usée pendait maladroitement. Sœur Madeleine désigna du menton l'endroit où Monique devait déposer ses affaires et lança d'un ton glacial. « Voici ton lit. Les prières du soir commencent dans 1 heure. Sois prête. » Sans attendre de réponse, elle tourna les talons et repartit dans le couloir, laissant Monique seule. La jeune fille s'assit sur le bord du matelas dur, le cœur lourd. Autour d'elle, les autres enfants faisaient tout pour éviter son regard. Leur silence et leur attitude fermée témoignaient d'une peur palpable. Elle comprit que son séjour ici ne serait pas une simple épreuve, ce serait un véritable combat pour préserver son humanité. Après les prières, la première nuit au pensionnat s'avéra interminable. Les lumières furent éteintes, plongeant le dortoir dans une obscurité totale, seulement troublée par le bruit des grillons au dehors et les soupirs étouffés des enfants. Le matelas était si inconfortable qu'il accentuait le malaise déjà profond de Monique. Chaque grincement de lit ou respiration bruyante semblait lui rappeler combien elle était loin de chez elle, loin des rires de ses jeunes frères et des bras chaleureux de sa mère. Les souvenirs de Douala les rues animées, les odeurs de poissons braisés et de piments lui revenaient par vagues, la plongeant dans une nostalgie amère. Au petit matin, elle fut brutalement tirée de son sommeil par des cris déchirants. Monique se redressa, son cœur battant à tout rompre. Les cris provenaient du fond du dortoir. Elle aperçut Thalie, une fillette frêle d'à accent grave peine 10 ans, agenouillée au pied de son lit, les mains agrippées à ses draps. Sœur Madeleine se tenait derrière elle, un fouet de cuir à la main, l'air impassible. Les autres enfants regardaient la scène avec des yeux écarquillés, certains dissimulant leur visage, d'autres détournant le regard. « Tu oses enfreindre les règles ? Même après les avertissements ?» rugit sœur Madeleine. Il est temps d'apprendre les conséquences de la désobéissance. Monique sentit sa gorge se nouer. Elle voulait intervenir, crier, mais la peur la paralysait. Chaque coup de fouet qui s'abattait sur le dos frêle de Thalie faisait éclater des gémissements de douleur qui résonnaient dans le dortoir. Monique sentit des larmes couler sur ses joues, incapable de détourner les yeux de cette cruauté inhumaine. Lorsque Thalie cessa de crier, ses sanglots se muant en gémissements étouffés, sœur Madeleine lança un regard glacial à l'ensemble du dortoir. Que ceci serve de leçon à tous. Il y a des règles ici, et elles doivent être respectées. Toute désobéissance sera punie. Elle quitta la pièce dans un silence lourd. Personne ne bougea ni ne parla pendant un long moment. Monique, encore secouée, comprit à cet instant qu'ici, elle ne pouvait compter que sur elle-même. Monique resta immobile, son souffle court, incapable de bouger. Les hurlements de Thalie semblaient encore résonner dans sa tête, comme un écho douloureux et interminable. Elle baissa les yeux sur ses mains tremblantes, sentant une colère sourde monter en elle. Une colère contre sœur Madeleine, contre cet endroit glacial, mais surtout contre son propre silence. Pourquoi n'avait-elle pas trouvé la force de se lever? De dire quelque chose? Ses pensées tournaient en boucle, l'assaillant d'un sentiment de culpabilité écrasant. Thalie, toujours recroquevillée sur le sol, semblait minuscule, comme une ombre de l'enfant qu'elle était quelques heures plus tôt. Monique voulait courir vers elle, la prendre dans ses bras, lui dire que tout irait bien. Mais en levant les yeux, elle vit les autres enfants, tous détourner le regard, terrifiés, comme si même un geste de compassion pouvait attirer la fureur implacable de sœur Madeleine sur eux. Ce matin-là, alors que le dortoir se vidait pour le petit déjeuner, Monique hésita, figée entre son envie de s'approcher de Thalie et sa peur. Finalement, elle choisit de rester en retrait, observant de loin. Thalie boitait légèrement, son dos voûté trahissant la douleur qu'elle essayait de cacher. Elle avançait en silence, le regard perdu, et s'assit seule dans un coin du réfectoire, loin des autres. Monique ne put détacher ses yeux d'elle tout au long du repas. Chaque bouchée de porridge fade qu'elle portait à sa bouche semblait lourde, comme si elle avalait des pierres. Elle remarqua alors Phil, assis non loin d'elle, qui la fixait avec intensité. Ses yeux sombres brillaient d'une lueur étrange, mélange de défi et de méfiance. Lorsqu'il s'approcha, il murmura doucement. « Ne fais pas ça. Je sais que tu veux l'aider, mais c'est dangereux. » Monique fronça les sourcils, sa voix à peine audible. « Mais, elle souffre.
On ne peut pas juste la laisser comme ça. Phil haussa les épaules, l'air désabusé. Ici, tout le monde souffre. Tu crois qu'elle est la première? Ce que tu as vu, c'est une mise en garde. Si tu veux survivre, apprends à fermer les yeux. Ces mots frappèrent Monique comme une gifle. Mais en observant le regard fatigué de Phil, elle comprit qu'il parlait d'expérience. Cependant, son cœur lui criait de ne pas abandonner. Si personne ne faisait rien, qui le ferait? Cette nuit-là, Monique eut du mal à trouver le sommeil. Le silence du dortoir était pesant, brisé par les respirations profondes des enfants endormis. Mais ce n'était pas ce silence qui la troublait. C'étaient les paroles de Phil et le souvenir de Tali. Elle ne pouvait s'empêcher de fixer le plafond, se demandant ce qui pouvait bien se passer dans cette fameuse pièce d'en bas. Alors qu'elle s'efforçait de calmer son esprit, un bruit étrange vint troubler le calme de la nuit. C'était faible, presque imperceptible, comme un grincement lointain. Monique tendit l'oreille, son cœur s'accélérant. Cela venait d'en dessous, des profondeurs du pensionnat. Elle se redressa doucement sur son lit, craignant de réveiller les autres. Le bruit se répéta, cette fois plus distinct, un mélange de grincement et de son métallique, comme si une porte rouillée s'ouvrait lentement. Monique regarda autour d'elle. Les autres enfants dormaient, du moins en apparence. Elle remarqua Phil, couché dans un coin du dortoir. Bien que son visage semblait détendu, il ouvrit un œil furtivement, comme s'il était habitué à ces bruits. Lorsqu'il croisa le regard de Monique, il fronça les sourcils et fit un geste discret avec sa main, lui ordonnant silencieusement de rester calme. Mais Monique ne pouvait pas. Elle sentait une curiosité irrépressible la consumeur. Elle avait besoin de savoir. Alors, lorsque les bruits cessèrent, elle attendit quelques minutes, puis se glissa hors de son lit, ses pieds nus effleurant le sol glacé. Chaque pas était un défi. Les lattes du plancher grinçaient légèrement sous son poids, et son souffle, qu'elle essayait de contenir, semblait beaucoup trop bruyant dans l'obscurité. Elle s'approcha lentement de la porte du dortoir, jetant un dernier regard vers Phil, qui semblait sur le point de protester. Mais il ne dit rien. Monique ouvrit la porte, qui émit un léger grincement, et se faufila dans le couloir sombre. L'air était plus froid ici, et les murs semblaient resserrer l'espace autour d'elle. Elle descendit lentement les escaliers, suivant son instinct. C'est alors qu'elle vit une faible lumière vaciller au bout du couloir du rez-de-chaussée. Elle hésita, son cœur battant si fort qu'elle craignait qu'il ne trahisse sa présence. Mais quelque chose l'attirait inexorablement. En s'approchant, elle distingua des voix. Pas des prières, comme celles récitées chaque soir dans la chapelle. Non, c'était autre chose. Les murmures étaient graves, rythmés, presque comme une incantation. Monique atteignit une porte entr'ouverte. À travers la fine ouverture, elle aperçut sœur Madeleine et deux autres religieuses vêtues de capes sombres, leurs visages à moitié dissimulés dans l'ombre. Elles se tenaient autour d'une sorte d'autel improvisé, où reposait une boîte en bois gravée de symboles étranges. Une chandelle projetait des ombres mouvantes sur les murs, et l'air semblait vibrer d'une énergie oppressante. Monique sentit son souffle se couper lorsqu'elle vit la boîte s'ouvrir. À l'intérieur, quelque chose brillait faiblement, dégageant une lumière bleutée et irréelle. Les religieuses murmurèrent plus fort, leurs voix entrelacées dans une langue inconnue. Elle voulut reculer, mais son pied heurta une latte du sol. Le bruit, bien que discret, sembla retentir comme un coup de tonnerre dans le silence tendu. Les murmures cessèrent brusquement. « Qui est là ?» lança sœur Madeleine d'une voix tranchante. Monique se plaqua contre le mur, son cœur tambourinant. Elle entendit des pas approcher, mais avant que la porte ne s'ouvre complètement, une main ferme saisit son poignet. Elle étouffa un cri et se retourna pour voir Phil, son visage grave, qui la tira rapidement dans l'obscurité. Ils coururent silencieusement dans les couloirs, le souffle court, jusqu'à atteindre une cachette derrière une vieille armoire. Phil posa une main sur sa bouche pour l'empêcher de parler. « Tu es complètement folle !» chuchota Théil, furieux mais inquiet. Monique, encore tremblante, murmura. « Tu as vu ce qu'elle faisait ? Ce n'était pas normal. » « Qu'est-ce que c'était, cette lumière ?» Phil secoua la tête, le regard sombre. « Je t'ai prévenu. Il y a des choses ici qu'il vaut mieux ne pas voir. »
Le lendemain matin, Monique était une boule de nerfs. Chaque bruit lui faisait sursauter, et elle avait la sensation que tous les regards étaient braqués sur elle. Phil, de son côté, semblait vouloir l'éviter. Pendant le petit déjeuner, il ne s'assit pas à sa table habituelle et garda ses distances. Mais elle comprenait, il avait pris un risque immense en l'aidant la veille, et il voulait sans doute éviter d'attirer l'attention. Cependant, les religieuses, elles, ne semblaient pas avoir oublié l'incident de la veille. Monique sentit une tension inhabituelle dans leur comportement. Sœur Madeleine, en particulier, semblait rôder dans les couloirs plus souvent qu'à l'accoutumée, son regard fouillant chaque visage, chaque recoin. Après les cours du matin, alors que Monique rangeait ses affaires, une silhouette imposante apparut à la porte de la classe. C'était sœur Madeleine. « Monique, suis-moi », dit-elle d'une voix froide. Les autres élèves baissèrent les yeux, se faisant petits sur leur banc. Monique sentit son cœur s'arrêter. Elle hésita, mais se leva finalement, ses jambes tremblant légèrement. Elle suivit sœur Madeleine, traversant les couloirs sombres en silence. Elle voulut poser des questions, mais la présence intimidante de la religieuse l'empêcha de parler. Elles arrivèrent devant le bureau de la supérieure, une pièce austère où Monique n'avait jamais mis les pieds auparavant. Sœur Madeleine ouvrit la porte et lui fit signe d'entrer. À l'intérieur, la mère supérieure l'attendait, assise derrière un bureau massif en bois sombre. Ses mains étaient croisées sur un livre de prière, et son regard perçant scrutait Monique comme si elle pouvait lire en elle. « Asseyez-vous, jeune fille, » dit la mère supérieure. Monique obéit, ses mains moites serrant sa jupe. « Sœur Madeleine m'a rapporté certaines irrégularités dans ton comportement, » reprit la supérieure, sa voix glaciale. « Hier soir, par exemple, il semblerait que tu n'étais pas dans ton lit. » Monique sentit une sueur froide lui parcourir le dos. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais la supérieure leva une main pour l'interrompre. « Écoute-moi bien, Monique, » continua-t-elle. « Cet endroit a ses règles, et elles ne sont pas faites pour être enfreintes. Ici, nous veillons sur votre âme, mais nous ne tolérons pas la désobéissance. Est-ce clair ?» Monique hocha la tête, incapable de parler. « Très bien. Mais sache ceci, ma fille, les curieux n'ont jamais trouvé le salut. » La phrase résonna dans la pièce comme un avertissement. Monique comprit qu'elle savait. Peut-être pas tout, mais suffisamment. Alors que sœur Madeleine l'accompagnait à nouveau dans les couloirs, Monique sentit une montée de colère mêlée de peur. Elle savait qu'elle était désormais sous surveillance. Cette nuit-là, on toqua doucement à son lit. Elle ouvrit les yeux et vit Phil accroupi à côté d'elle, son visage grave éclairé par la lumière pâle de la lune. « Qu'est-ce qu'elles t'ont dit ?» murmura-t-il. Monique hésita avant de répondre. « Elles savent. » « Pas tout, mais elles savent que j'ai quitté le dortoir. » Phil jeta un regard autour de lui avant de s'asseoir sur le bord de son lit. « Elles essaient de te faire peur. Elles le font toujours quand quelqu'un s'approche trop près de leur secret. Et si elles font plus que ça? Et si je finis, comme Tali ?» Phil secoua la tête. « Pas tant que je suis là, » dit-il. « Mais tu dois être prudente. » Monique sentit une bouffée de gratitude mêlée d'inquiétude. Elle ne voulait pas que Phil prenne plus de risques à cause d'elle. Cette nuit-là, Monique ne dormit pas. Chaque bruit, chaque grincement dans le dortoir faisait bondir son cœur. Les mots de la mère supérieure résonnaient encore dans sa tête, les curieux n'ont jamais trouvé le salut. Elle savait qu'elle était sur une pente glissante et que chaque faux pas pouvait être le dernier. Mais elle n'était pas prête à abandonner. Pas encore. Pas après ce qu'elle avait découvert. Le lendemain matin, Phil l'intercepta discrètement à la fin du petit déjeuner. « On doit parler » murmura-t-il, son ton plus grave que d'habitude. Ils profitèrent d'un moment où les surveillantes étaient distraites pour se glisser derrière la cuisine, dans un coin à l'abri des regards. « J'ai entendu des choses cette nuit » dit Phil en regardant autour de lui pour s'assurer qu'ils étaient seuls. « Elle parle de toi. » Monique sentit un frisson glacé descendre le long de son dos. « Qu'est-ce qu'elles ont dit ?»« Elles pensent que tu en sais trop, » répondit-il. « Elles vont te faire disparaître, comme Tali. » Monique blêmit, ses mains tremblant légèrement. « Mais je ne sais rien. » protesta-t-elle, la voix tremblante. Phil secoua la tête.
Elle s'en fiche. Pour elle, le simple fait que tu sois curieuse est une menace. Elles n'attendront pas que tu trouves quelque chose. Si on ne fait rien, tu seras la prochaine. Monique sentit la panique monter, mais Phil attrapa ses épaules et la força à le regarder dans les yeux. Écoute-moi. On va s'en sortir, toi et moi. Mais tu dois me faire confiance. Qu'est-ce que tu veux dire? Phil jeta un coup d'œil autour de lui avant de se pencher plus près. Je connais un moyen de sortir d'ici. Ce n'est pas sûr, mais c'est notre seule chance. Monique sentit une lueur d'espoir s'allumer en elle, mais elle était vite étouffée par la peur. Et si elle nous attrape? Phil haussa les épaules. C'est ça ou attendre qu'elle te fasse disparaître. Le silence s'installa un instant, seulement interrompu par le bruit des casseroles dans la cuisine. Monique ferma les yeux, prenant une profonde inspiration. Très bien, murmura-t-elle. Qu'est-ce qu'on doit faire? Phil lui expliqua son plan en chuchotant. Il devait attendre la fin de la semaine, quand les religieuses seraient occupées avec une grande cérémonie dans la chapelle. Pendant ce temps, ils auraient une fenêtre de quelques heures pour atteindre une petite porte à l'arrière du bâtiment, près des jardins. Mais le chemin serait dangereux, ils devraient éviter les surveillants et désactiver une vieille serrure rouillée pour sortir. Les jours suivants furent une torture. Monique se sentait épiée à chaque instant. Sœur Madeleine semblait particulièrement attentive, son regard froid la suivant comme une ombre. Phil lui donnait des conseils discrets pour ne pas éveiller davantage de soupçons, sourire aux religieuses, obéir scrupuleusement aux règles, se fondre dans la masse. Enfin, le jour fatidique arriva. Le pensionnat entier était en effervescence à l'approche de la cérémonie. Les élèves avaient été rassemblés dans la grande salle pour des répétitions interminables, mais Phil et Monique avaient réussi à se faufiler hors de vue. C'est maintenant ou jamais, murmura Phil. Ils se glissèrent dans les couloirs déserts, avançant à pas de loup. Monique sentait son cœur battre à tout rompre, chaque bruit semblant résonner dans l'immense bâtiment. Arrivés près des jardins, ils aperçurent enfin la porte. Mais un obstacle inattendu les attendait, sœur Madeleine était là, de dos, en train de parler à une autre religieuse. « Qu'est-ce qu'on fait ?» chuchota Monique, paniquée. Phil lui fit signe de se calmer. « On attend qu'elle parte. » Ils restèrent immobiles, cachés derrière un vieux tonneau. Mais les minutes passaient, et sœur Madeleine semblait bien décidée à rester. « On n'a pas le temps, » murmura Phil. Il sortit de sa poche une petite pierre et la lança discrètement de l'autre côté du jardin. Le bruit attira l'attention des deux religieuses, qui se dirigèrent vers la source du son. Maintenant. Ils coururent vers la porte, Phil s'agenouillant rapidement pour manipuler la serrure. Mais c'était plus difficile qu'il ne l'avait prévu. Dépêche-toi, murmura Monique en regardant par-dessus son épaule. J'essaie, répondit Phil, transpirant sous l'effort. Soudain, un bruit de pas résonna derrière eux. Monique se retourna et vit une silhouette approcher rapidement. Elles arrivent. Phil força une dernière fois, et la serrure céda enfin dans un bruit métallique. Ils poussèrent la porte et se glissèrent dehors juste à temps. Une fois à l'extérieur, Monique et Phil se mirent à courir, leur cœur battant la chamade. Mais ils savaient que ce n'était que le début de leur fuite. Alors qu'ils couraient à travers la forêt sombre qui entourait le pensionnat, Monique et Phil étaient hantés par une seule pensée, ils avaient réussi à s'échapper. Mais pour combien de temps? Le souffle court, les branches griffant leur visage, ils ne ralentirent qu'une fois qu'ils furent suffisamment éloignés pour ne plus entendre les cloches du pensionnat résonner dans la nuit. Après ce qui leur sembla une éternité, ils s'arrêtèrent enfin près d'une vieille bâtisse abandonnée, une ancienne maison en pierre recouverte de mousse et à moitié en ruine. Phil inspecta les lieux rapidement avant de faire signe à Monique d'entrer. « On peut se cacher ici pour la nuit », murmura-t-il. « Mais pas plus. Elles enverront sûrement quelqu'un à notre recherche dès demain matin. » Monique hocha la tête, encore sous le choc de leur fuite. Elle s'assit sur une poutre effondrée, essuyant la sueur et la poussière de son visage. Mais ses pensées revenaient encore et encore à ce qu'elles avaient laissé derrière elles, les enfants terrifiés, les règles cruelles, et surtout, la pièce d'en bas. « Phil, tu as parlé de la pièce d'en bas. Tu sais ce qui s'y passe, pas vrai ?» demanda-t-elle, brisant le silence.
Phil hésita un moment, le regard fuyant. Puis il s'adossa au mur de pierre, croisant les bras. J'ai entendu des choses, mais je ne sais pas si tu es prête à entendre ça. Et dis-le-moi, insista Monique. Après tout ce qu'on a traversé, je dois savoir. Phil prit une profonde inspiration avant de parler. D'accord. Écoute. Les rumeurs disent que la pièce d'en bas n'est pas qu'une salle de punition. C'est un endroit où elle teste des choses. Des rituels. Des expériences. Il y a eu des enfants qui ont été envoyés là-bas, mais pas pour des raisons disciplinaires. Elles veulent quelque chose de nous. Monique sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Quelque chose comme quoi? Murmura-t-elle. Phil détourna les yeux, visiblement mal à l'aise. Nos âmes, répondit-il finalement. Ou du moins, c'est ce que disent ceux qui ont survécu. Monique ouvrit grand les yeux, incapable de répondre. Les mots de Phil flottaient dans l'air, lourds de sens. Des âmes? Était-il sérieux? Cela semblait impossible, mais après tout ce qu'elle avait vu, elle ne pouvait plus écarter aucune hypothèse. Il y a un garçon, continua Phil. Il s'appelle Samuel. Il a survécu à la pièce d'en bas. Mais il n'est plus comme nous. Les religieuses disent qu'il a été purifié, mais les autres enfants savent que c'est faux. Il ne parle plus. Il obéit à tout, comme un pantin. On l'appelle l'enfant brisé. Monique sentit une boule se former dans sa gorge. Elle se souvenait de ce garçon. Silencieux, les yeux vides, il semblait toujours absent, comme s'il n'était qu'une coquille vide. Si Tali est dans la pièce d'en bas, elle n'a peut-être pas disparu. Elle est peut-être encore vivante, souffla-t-elle. Phil posa une main ferme sur son épaule. Monique, écoute-moi. Même si elle est encore là, ce n'est plus la Tali que tu as connue. Ces gens-là ne laissent personne s'en sortir indemne. On ne peut pas y retourner. Monique croisa son regard, ses yeux brillants d'une détermination féroce. Peut-être qu'on ne peut pas y retourner seul. Mais si on trouve des réponses, si on trouve quelqu'un qui peut nous aider, je refuse de l'abandonner. Phil soupira, mais il savait qu'il ne pourrait pas la faire changer d'avis. Il la connaissait assez pour savoir que Monique ne renoncerait jamais. Très bien, dit-il finalement. Mais avant de faire quoi que ce soit, on doit comprendre ce qu'elles font vraiment dans cette pièce. Ils décidèrent de fouiller l'ancienne maison où ils s'étaient réfugiés, espérant trouver des indices. À leur grande surprise, ils découvrirent une trappe dans le sol, dissimulée sous un tapis moisi. Phil l'ouvrit avec précaution, révélant un escalier de pierre qui semblait descendre profondément sous terre. « C'est quoi, cet endroit ?» demanda Monique, sa voix à peine audible. Phil alluma une lampe de poche qu'il avait dans son sac et jeta un coup d'œil à l'intérieur. « On va le découvrir. » Monique et Phil descendirent les marches en pierre, l'obscurité les engloutissant peu à peu. Le faible faisceau de lumière de la lampe de poche de Phil dansait sur les murs humides, révélant des inscriptions anciennes et des croquis gravés, qui semblaient raconter des rituels oubliés. Chaque pas renforçait l'oppression qui pesait sur Monique. Elle avait l'impression que cet endroit avait été témoin d'innombrables horreurs. Soudain, au détour d'un couloir, ils tombèrent sur une petite pièce. Au centre, une vieille table en bois sur laquelle reposaient des feuilles éparses et une machine étrange. En s'approchant, Monique réalisa que c'était une radio de transmission, probablement laissée là depuis des décennies. « Une radio ?» murmura-t-elle, son cœur battant soudain plus fort. Phil haussa les épaules. « Je ne sais pas si elle fonctionne encore, mais ça vaut le coup d'essayer. » Monique s'assit devant l'appareil et examina les commandes. Elle tourna quelques boutons, espérant entendre un signal, mais rien ne vint. L'angoisse commençait à monter. Elle frappa la machine avec son poing, presque désespérée. « Et s'il te plaît, marche » murmura-t-elle. Soudain, un grésillement faible résonna. Monique et Phil se regardèrent, écarquillant les yeux. « Continue » dit Phil. « Essaie de trouver une fréquence. » Monique tourna lentement le bouton, réglant la fréquence jusqu'à ce qu'un signal clair apparaisse. Une voix faible mais audible se fit entendre. « Ici le poste de transmission de Mbanga. » Qui est à l'écoute ? Monique sentit un élan d'espoir.
Bonjour. Mon nom est Monique. Je suis une élève du pensionnat Sainte-Madeleine. Nous avons besoin d'aide, s'il vous plaît. Il y eut un silence, puis la voix reprit, plus grave. Pensionnat Sainte-Madeleine? Vous êtes sérieuse? Oui, répondit Monique en tremblant. Les enfants sont maltraités, enfermés, il se passe des choses horribles ici. Appelez la police. Prévenez mes parents. La voix hésita un moment avant de répondre. D'accord, mademoiselle. Donnez-nous votre nom complet et celui de vos parents. Nous allons les contacter immédiatement. Monique donna toutes les informations nécessaires, insistant sur l'urgence de la situation. La voix assura qu'elle ferait tout pour mobiliser les autorités. Après avoir coupé la transmission, Monique se tourna vers Phil, les larmes aux yeux. On a une chance, Phil. Ils viendront. Ils doivent venir. Phil hocha la tête, mais son regard restait inquiet. J'espère que ça sera à temps. Quelques heures plus tard, alors que l'aube commençait à poindre, un bruit lointain de moteur brisa le silence oppressant qui régnait sur le pensionnat. Depuis la cour, les enfants terrifiés levèrent la tête, intrigués. Monique et Phil, toujours cachés, observaient à travers une petite ouverture dans un mur en ruine. Des camions de police arrivèrent en trombe, suivis d'une voiture dans laquelle Monique reconnut ses parents. Elle sentit une vague d'émotion l'envahir. Ils étaient là. Elle était sauvée. Les religieuses, alertées par le bruit, sortirent en file, leurs visages sévères masquant à peine leur inquiétude. Sœur Madeleine, au premier rang, s'avança pour accueillir les policiers, son masque de froideur toujours en place. « Puis-je savoir ce qui vous amène ici ?» demanda-t-elle, sa voix trahissant une légère nervosité. L'un des officiers, un homme grand et imposant, répondit d'un ton ferme. « Nous avons reçu un appel concernant des maltraitances et des disparitions dans cet établissement. Nous devons procéder à une inspection immédiate. » Sœur Madeleine haussa un sourcil, mais ne put cacher le tic nerveux qui contractait sa mâchoire. « Je ne vois pas de raison à une telle intrusion, rétorqua-t-elle. Nos élèves sont bien traités, et nous respectons toutes les règles. Nous vérifierons cela par nous-mêmes, trancha l'officier. Veuillez nous conduire à tous les enfants et nous montrer les installations. À ce moment-là, Monique sortit de sa cachette, courant à travers la cour vers ses parents. Papa! Maman! Ses parents, qui semblaient inquiets et fatigués, coururent à sa rencontre et la serrèrent dans leurs bras. Monique, ma chérie. Tu vas bien? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Les policiers prirent les choses en main, fouillant le pensionnat, découvrant les dortoirs austères, les salles de classe sinistres, et finalement, la trappe menant à la pièce d'en bas. Ce qu'ils y trouvèrent provoqua un mélange d'horreur et de stupeur. Des chaînes, des marques étranges sur les murs, et des preuves accablantes des pratiques inhumaines des religieuses furent découvertes. Sœur Madeleine tenta de justifier l'injustifiable, mais les preuves étaient trop accablantes. Elle et plusieurs autres religieuses furent arrêtées sur le champ, tandis que les enfants, dont Samuel, étaient pris en charge par des médecins et des travailleurs sociaux. Quelques jours plus tard, Monique se tenait dans le salon de sa maison, une tasse de thé dans les mains. Ses parents la regardaient avec tendresse, encore sous le choc de ce qu'elle avait vécu, mais fière de son courage. « Tu as sauvé ces enfants », dit doucement sa mère. « Grâce à toi, ils ne souffriront plus. » Monique hocha la tête, mais son cœur restait lourd. Elle pensait à Thalie, à Samuel, et à tous les autres enfants qui avaient traversé cet enfer. Un jour, elle retournerait peut-être voir les autres survivants. Pour l'instant, elle voulait simplement profiter de la chaleur de son foyer et retrouver une part de normalité.